L'événement n'a de sens, à mon avis, que quand il crée une émotion suffisamment forte pour qu'il ancre l'ensemble des messages dans la mémoire et après dans le passage à l'action des équipes. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 98. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2019. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Eric Blau. Eric est un entrepreneur et visionnaire. Et il a récemment fondé une nouvelle initiative, Les Speakers, une plateforme et une animation de Speakers Bureau. À côté d'être pilote d'avion et épicurien, Eric est un homme qui a su intégrer l'humain avec le digital. Dans cet entretien, nous discutons de l'intérêt des speakers pour une société, comment faire valoir leurs valeurs, comment ils peuvent être vecteurs de changement et comment Eric développe Les Speakers, sa nouvelle entreprise. Un entretien riche en enseignements pour l'exécutif en entreprise et pour l'entrepreneur. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Eric Blau, ben écoute, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je t'ai rencontré, tu m'as bluffé, tu m'as été un conseiller précieux pendant toutes mes années chez L'Oréal et puis on reste très en contact. Depuis 2-3 ans, là, tu as fait une nouvelle initiative que je voulais t'inviter à en parler avec moi, d'autant plus que ça me concerne. Voilà, explique-nous qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, Eric. Salut Minter, donc à l'origine je suis ingénieur en informatique, mais j'étais pas très doué, je suis pas un très bon codeur, donc j'étais plutôt après du côté obscur de la force, plutôt promoteur, commercial et puis dirigeant d'entreprise. En fait, je suis un serial entrepreneur dans les high-tech, c'est un peu ce qui me caractérise. Et puis, je suis entrepreneur, mais toujours avec la même associée qui est ma femme aussi dans la vie. Donc, tu vois, un peu l'épicier, tu vois, l'esprit un peu commerçant aussi. On travaille en famille. Et puis, donc, je sais pas, j'ai dû démarrer bosser dans les nouvelles techno en 91, 92, l'année de naissance de mon fils. Et lui, maintenant, c'est mon IT manager. Donc, tu vois, c'est une génération complète. Donc, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et en effet, mon nouveau projet start-up, là, depuis 2 ans, s'appelle lespeakers.com. Et c'est une plateforme, en fait, d'intermédiation entre des conférenciers, parfois des conférenciers occasionnels, donc pas que des conférenciers professionnels, même si j'en ai beaucoup, et puis des gens qui cherchent à inviter des intervenants extérieurs dans leur propre séminaire d'entreprise. Alors, pourquoi tu t'es lancé sur ce créneau ? Alors, j'ai dirigé pendant 15 ans un groupe de communication dont une des filiales faisait de l'événementiel pour les grandes entreprises. Et franchement, tous les lundis matins, il y avait un petit caillou dans la chaussure en comité de direction. C'est les gars de l'événementiel qui disaient « On n'a pas dans le carnet d'adresse de l'agence le patron des ressources humaines d'EDF ou le gars qui fait la transformation digitale chez L'Oréal ou machin. » Alors de temps en temps, ça tombait bien. On avait dans notre carnet d'adresse et on pouvait dire « Bah oui, tiens, appelez Minter Dial, il va vous parler de la transfo digitale chez L'Oréal. » Chez vous, BNP Paribas ou ailleurs, dans d'autres industries. Mais franchement, 9 fois sur 10, on était sec. On n'avait pas des gens qu'on savait à l'aise sur scène, capables d'être des conférenciers d'un jour, faire un retour d'expérience puissant sur un sujet très précis comme le rapport paradoxal qu'ont les Français avec leurs données personnelles, tu vois. Donc, il y a des sujets comme ça qui étaient précis. Et donc, je me suis dit, après avoir vendu ce groupe de communication, donc d'être un peu à la retraite ou au chômage, je ne sais pas comment dire, en tout cas, dans ma période oisif où je cherchais une nouvelle idée pour repartir sur quelque chose, je me suis dit, tiens, je vais m'attaquer à ce problème-là. Comment créer une sorte d'annuaire ou une sorte de plateforme qui soit, allez, je vais te le dire, le Tinder du speaker, quoi. Tu vois, tiens, je rencontre un speaker qui peut me parler ressources humaines, management, transfo digital, enfin tous ces sujets qui sont à la mode aujourd'hui dans les séminaires d'entreprise et pour lesquels
Forcément, les organisateurs aiment bien avoir du sang nouveau et pas tomber toujours sur les 50 conférenciers parisiens qu'on connaît tous et qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Alors, depuis tant qu'on se connaît, tout ton travail que tu as fait dans ta société précédente, avec ces événements, comment est-ce que tu pourrais décrire comment la conférence, l'événement a changé en France ? Alors le premier virage, c'est avec l'arrivée des smartphones et des iPads. On a commencé à mettre du digital dans les événements en amont. Sur les intranets, on donnait un peu des choses à lire pour que chacun arrive dans les événements d'entreprise avec le même niveau, qui puisse s'inscrire aussi de manière digitale. Donc là, on a simplifié quand même beaucoup les choses. Et puis, pendant l'événement, avec des événements enrichis, des événements interactifs, la capacité à poser des questions, etc. Enfin, tout ça, c'est largement démocratisé, mais on a vécu ça au départ. Et puis en aval, c'est-à-dire qu'on va avant on filmait mais personne ne regardait les films des événements qui avaient eu lieu. Aujourd'hui, on va retrouver sur les applis ou sur les intranets des grandes entreprises les moments forts pour qu'on puisse se remémorer ou qu'on puisse réutiliser en fait toute cette intelligence collective ou l'intelligence qui a été placée sur scène le jour J, que ce soit moins éphémère, qu'il y ait une sorte de long tail et qu'on puisse continuer à chercher de l'inspiration dans ce qui a été produit. Après, il y a une courbe aussi économique. Il y a eu des événements qui ont coûté beaucoup d'argent au début des années 2000. On est un peu moins là-dessus. On est sur des événements qui sont peut-être plus puissants sur le plan engagement et sur le plan on emmène les gens à réfléchir et puis à ensuite passer à l'action. Qu'à simplement les emmener dans des lieux prestigieux, leur faire prendre l'avion, dépenser beaucoup d'argent à la table, etc. Ça, c'est un peu passé de mode, même s'il reste quelques événements ostentatoires, mais ce n'est pas la majorité. Et là-dessus, il y a l'impact de digital également, ou est-ce que c'est plutôt l'état d'esprit qui a basculé ? Parce que le digital te permet d'être en contact, faire des choses à distance, limiter le nombre de voyages qu'on a besoin de faire ? Alors, ouais, j'ai cru ça aussi. À une époque, on avait des grands groupes qui nous demandaient de relier en multiplex par Internet 4 continents. Et donc, tu te souviens de ça ? On allait mettre 100 personnes au Brésil, 300 en Allemagne, tant à Hong Kong, etc. Et puis, tout le monde allait vivre le même événement en même temps, etc. Bon. Là, je me suis dit, tiens, les compagnies aériennes vont râler parce qu'on va plus faire bouger les gens. Et tout. En réalité, je crois pas que ça ait eu un impact très fort. Il y a des événements, évidemment, qui sont en multiplex, c'est des événements plus petits, mais on continue à avoir besoin de réunir les gens et qu'il se passe quelque chose sur le plan émotionnel. Et ça, le digital, même avec les vidéos transmissions et tout ça, rafraîchit un peu tout ça, quoi. Il manque cette chaleur humaine qu'il va y avoir quand on va prendre le verre après la conférence, etc., où les gens se rencontrent et puis il se passe des choses en dehors du programme très établi. Donc on continue à réunir les gens malgré le digital. Je pense pas que ça ait tué ça. Mais par contre, l'économie n'est plus la même qu'au début des années 2000. Donc les patrons, d'ailleurs même quand les caisses sont pleines, font un peu moins ostentatoire, sans doute par respect avec ensuite les contraintes budgétaires qu'ils imposent à leurs propres équipes, quoi. Ils essayent de s'imposer les mêmes. Je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt une donnée économique en fait. C'est vrai, aux États-Unis, ils ont des cachets énormes. En France, même si ça augmente, il y aura forcément cette question, mais comment je justifie ces prix-là ? Quel est le retour sur investissement ? Et comment toi, tu arrives à justifier des grands cachets, des plus grands cachets ? Quelle est la valeur du discours en entreprise ? En fait, je pense que l'événement lui-même est à peu près au même prix aux États-Unis et en France. Donc c'est juste la répartition des enveloppes. Combien on met dans le champagne et dans le traiteur. Peut-être qu'on met beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. Combien coûte une salle ? Combien coûte de faire voyager les gens pour les faire arrêter de travailler pour qu'ils se réunissent et tout ça ? Et puis combien on paye l'apport d'un conférencier ?
Mes discussions avec les clients sont toujours à peu près autour des mêmes sujets. C'est-à-dire que dans les événements qui sont créés où on va mettre de l'intelligence sur scène, qui est de l'intelligence interne au groupe qui se réunit, souvent on est cerveau gauche. On vient expliquer ce qui s'est passé, on vient expliquer ce qu'on veut comme objectif, et puis peut-être même comment on va procéder. Donc on est vraiment à à contrôler, puis à mettre les dirigeants sur scène. Et puis parfois, alors on va faire une astuce, on va mettre les nouveaux embauchés, ou on va mettre quelques cadres ici et là, mais c'est souvent quand même les sachants qui parlent au reste des troupes pour leur dire voilà comment on va faire, et puis voilà les chiffres, voilà les faits, etc. Ce qu'on amène avec un conférencier extérieur, c'est l'émotion. On va amener du cerveau droit. L'événement n'a de sens, à mon avis, que quand il crée une émotion suffisamment forte pour qu'il ancre l'ensemble des messages dans la mémoire et après dans le passage à l'action des équipes. Donc si le président a donné un grand objectif à 3 ans, ou si le directeur financier a expliqué qu'il manquait 2 points de croissance et que selon lui on pouvait faire comme ci et comme ça pour y aller, ou que le directeur commercial a défini une nouvelle stratégie pour aller à la conquête d'un nouveau pays, tout ça risque d'être oublié s'il n'y a pas d'émotion qui passe pendant cet événement. En ramenant un conférencier inspirationnel, par exemple, ou motivationnel, on va créer une émotion forte qui va faire que tous les messages qui auront été passés, s'ils ne sont pas trop nombreux, parce qu'on a une capacité à retenir qui est limitée, mais tous les messages qui auront été passés par les dirigeants sera ancré sur le plan mémoriel et sensoriel auprès du public. Et ça a de la valeur, parce que sinon, il va falloir répéter tous les 3 mois ou même peut-être tous les lundis les messages pour qu'enfin les gens passent à l'action. Moi, je pense que quand on est à provoquer quelque chose de fort et de puissant sur le plan cérébral, derrière, ça va dérouler et ce sera beaucoup plus efficace. Dans parfois les barrages ou les blocages par rapport au discours, souvent on dit voilà, je voudrais que je sache ce que vous allez dire. Donc je veux avoir le fond de ce que vous allez raconter. Mais quand on raconte que le fond va être par l'émotion et que c'est un effet wow et qu'il n'y a que 3 messages, on raconte c'est trop simple, c'est pas suffisant, pourquoi je vais payer autant pour 3 messages? Comment est-ce qu'un client peut saisir l'impact de cette émotion sans l'avoir vécu? Ouais, une des armes des speakers pour se vendre, c'est d'avoir des extraits vidéo de leur conférence et puis d'avoir des témoignages de gens qui ressortent de la conférence et qui disent ce qu'ils ont vécu. Parce que on est quand même à faire confiance un peu à nos homologues. Hein. Si tu as le PDG d'une société du CAC 40 qui écoute le témoignage d'un autre, évidemment ça aide. Donc on travaille beaucoup là-dessus. L'audiovisuel, c'était une de mes autres filiales dans le groupe de communication que j'avais fondé avec Christine. C'était quelque chose de courant. On continue à beaucoup faire ça. Et puis après, je provoque des rencontres parce que même si au départ mon business, les speakers, c'est une plateforme, n'en est pas moins vrai que le but du jeu, c'est quand même de mettre quelqu'un sur scène qui va parler à des gens qui seront assis dans la salle et avec le moins de distance possible pour que l'impact soit fort. Donc j'essaye très vite, quand les gens se rencontrent même au travers de la plateforme, qu'ils aillent prendre au moins un café, donc qu'ils se voient. Et là, va se passer quelque chose. Quand on rencontre les gens, on sent bien si on est en adéquation et si on ressent cette émotion de manière assez forte. Pourquoi pas regarder les vidéos ensemble et puis à les expliquer. Et puis après, à travailler un petit peu sur les messages. C'est-à-dire que c'est la deuxième partie de ta question, me semble-t-il. C'est je suis conférencier, j'ai un sujet, il est structuré. Mais si en même temps, il y a des messages à faire passer pour votre groupe par rapport à son écosystème, là où vous en êtes et tout ça, évidemment, on fait un peu de sur-mesure, on fait de l'ajustement pour que ça ait un impact encore plus fort, que ça rentre en résonance plus rapidement auprès du public. Donc finalement, en fait, c'est par rapport à ce que tu disais au début, c'est un peu le mélange entre l'online et l'offline. Et quelque part, quand tu as raconté tout à l'heure avec ton passé, d'avoir quelque chose avant, pendant et après, il y a un côté de continuation un peu vivant et organique dans l'expérience.
Ouais, tout ça est évidemment très humain. On est quand même dans le spectacle vivant de l'entreprise qui cherche de la performance, qui se réunit, qui dépense de l'argent pour ça, pour augmenter la solidité des équipes, leur envie d'aller ensemble et tout ça. Donc on est dans le vivant de l'entreprise, dans cette logique cellulaire. Bon, et puis le digital, c'est juste le moyen de rencontrer. Mais comme les sites de rencontres amoureux, ou comme même... Ah bon, il faut faire ça en réel ? Je pense qu'après, oui, il faut... En fait, c'est ça l'objectif. C'est à un moment donné, c'est de se rencontrer quelque part. Et j'allais dire, c'est presque aussi comme les sites, par exemple, de location de maisons, Airbnb ou autre. L'outil te permet d'avoir un aperçu et d'aller très vite, et puis d'avoir tout ça en quelques clics, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Mais à un moment donné, il va falloir y aller et puis voir sur place. L'avantage, quand on sélectionne un conférencier pour un événement, si on s'y prend pas au dernier moment, c'est que on peut en sélectionner peut-être 2-3 qui semblent correspondre, les rencontrer, prendre son temps ou au moins faire un Skype avec eux, etc. Et puis après, pouvoir décider avant le jour J, parce que là, le jour J, il faudra être bon, c'est sûr. Alors, les speakers, lespeakers.com, c'est donc une plateforme en ligne et depuis les 2 ans que tu l'as lancé, avec les médias sociaux en parallèle, on va dire, quels sont les apprentissages que tu peux lui livrer pour d'autres qui sont pas sur le business de speaker, mais qui sont entrepreneurs, et qu'est-ce que tu en retires de ces 2 ans dans tes nouvelles offres ? Alors tu me connais, j'apprends de ma propre expérience, mais aussi beaucoup de l'expérience des autres. Je considère que c'est un pilote de chasse qui m'a dit ça. On vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs. Il faut apprendre des erreurs des autres. Le full digital, le 100% player digital, tout va se passer sur une plateforme et le business va se passer tout seul sans que je rencontre qui que ce soit. Je peux partir sur une île déserte, ça fonctionne pas. Bon, je me suis menti un peu au début, je me suis dit que ça allait fonctionner comme ça, mais non, c'est pas vrai. Donc il faut vraiment rencontrer les gens, il faut se parler, il faut expliquer, etc. Mais en même temps, c'est ça la beauté du sport, je crois. Le full digital, je pense que ça rend un peu geek. Enfin bon, tu vois, c'est pas ma nature non plus, quoi. Donc et j'ai appris ça en discutant avec d'autres gens qui ont des plateformes aussi et que je suis allé consulter dans les 6 premiers mois et qui m'ont tous dit attends, tu vas faire des rendez-vous clients quand même, Eric, hein, c'est pas les gens vont pas aller tout seuls sur la plateforme et tout ça. Donc après donc tu rêves un peu moins à une scalabilité énorme, une croissance exponentielle, tout va exploser et tout ça. Ouais, peut-être qu'on comprend mieux après pourquoi dans des structures comme Uber, il y a des centaines de personnes qui travaillent en permanence. Bah oui, parce qu'il faut remettre de l'humain là-dedans. Ça marche pas de manière complètement automatique. Bon, ça c'est l'apprentissage majeur. Je pensais vraiment redémarrer une activité 100% plateforme, et en fait, il y a quand même une grosse partie de mon temps et de mon activité qui est au contact des gens. Et les médias sociaux, quel est l'intérêt, l'usage, et est-ce que tu vois un intérêt, enfin, comment tu fais bien les médias sociaux en accompagnement ? Ouais, là c'est, je pense, tout à fait indispensable, mais une de mes grandes découvertes aussi, c'est que les médias classiques sont également tout à fait indispensables. Je pensais qu'ils avaient un petit peu disparu du spectre du marketing et du business. Et en fait, tu vois, un exemple assez simple, un de mes speakers, Virginie Delalande, fait 16 millions de vues de sa vidéo qui dure 3 minutes sur Facebook en une semaine. Bon, c'est le speaker qui fait le plus de conférences aujourd'hui. Et elle était passée sur France Télévisions la semaine précédente. Donc, voilà, ça reste pas moins vrai que les médias sociaux te permettent de faire des choses, te permettent de toucher des gens partout en France ou partout. Sur ce qui s'est passé. C'est ça, ouais. Ça, enfin, j'ai rien à apprendre à personne. Hein. C'est vraiment un outil d'impact qui est très fort. Hein. On touche tout de suite. À chaque fois que je publie un billet sur LinkedIn, j'ai plusieurs milliers de personnes qui le consultent et qui sont au courant. Donc ça, c'est important pour moi. C'est important pour chacun de mes speakers aussi, de dire que voilà, ils ont sorti une nouvelle conférence ou qu'ils ont eu tel succès, etc. Enfin bon, de faire leur marketing là-dessus, ça c'est indispensable. On essaie d'ailleurs de les accompagner dans leur professionnalisation de ça, parce que tous ne sont pas des conférenciers sur les nouvelles technologies. Donc il y en a certains qui n'ont même pas de compte LinkedIn ou Facebook, tu vois, ou Twitter. Donc il faut pouvoir les aider là-dessus. Mais
Bon, je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux et que tu es conférencier, tu as du mal à exister. Ouais. En tout cas, il ne faut pas que tu sois nouveau. Tu peux être ancien, puis être dans une ancienne économie qui se perdure. Mais bon, c'est quand même indispensable. Mais les médias traditionnels sont aussi très puissants, en fait. Alors, il y a plus de 1200 speakers qui sont sur ta plateforme. Sur les demandes que tu as des clients, est-ce que tu as des tendances que tu vois? Les gens sont plus en recherche de certains sujets ou c'est par speaker? Et comment tu peux nous donner quelques datas de ce qui est derrière? Ouais, alors je peux te dire, 1200, c'est ça, c'est le chiffre que j'ai en tête aussi de la semaine dernière. Donc, bon, je continue à avoir des nouveaux speakers qui s'inscrivent tous les jours, hein, puisque c'est inscription libre et c'est gratuit, hein, donc tous les conférenciers peuvent s'inscrire. J'ai à peu près 150 à 200 consultations sur la plateforme par jour, de connexion unique, hein, visiteur unique. Et évidemment, on regarde un peu les grandes tendances de ce qu'ils sont cherchés. Bon, on n'a rien appris là pour le coup. Hein, c'était exactement ce qu'on vivait déjà dans l'agence avant. On va voir la période où la période de rentrée, il va y avoir les séminaires managers avant la fin de l'année. Donc là, on va me chercher des conférenciers sur le management. Hein, on va dire du leadership. On a une belle conférence sur le feedback, par exemple. On a des conférences sur le travail en équipe. On va pouvoir chercher des sportifs qui vont faire le parallèle entre le monde de travail du sport. Voilà, bien sûr, voilà. Donc on va voir ça. Il y a le digital qui est beaucoup demandé aussi. Donc est-ce que tu peux me faire une conférence sur ce que tu as vu au CES à Las Vegas cette année? Est-ce qu'on pourrait parler transfo digital dans tel secteur, dans le retail par exemple, etc. Là, honnêtement, je ne sais pas si c'est pas mon propre parcours en fait qui fait que mon écosystème et les gens avec qui je suis connecté et donc qui connaissent les speakers sont des gens qui sont au départ dans le digital. Bon, peut-être que ça a influencé. Et après, il y a des sujets, alors pour le coup, qui m'étonnent. Hein. Il y a des gens qui recherchent, donc on voit les requêtes qui sont faites dans le moteur de recherche. Tu as des gens qui recherchent des sujets, je ne savais pas que ça existait, donc c'est assez rigolo. Après, c'est à nous de travailler aussi pour aller chercher les conférenciers qui correspondent. Et du coup, par la même occasion, faire grossir notre catalogue d'offres de talk. Pour les speakers, les gens qui font des conférences, et puis pour le coup, pas forcément professionnel, mais quelqu'un qui parle en entreprise, quel type de consignes tu donnerais pour d'être un bon speaker? Alors, déjà, il faut avoir envie. Je pense qu'il faut avoir envie, même si ça crée un peu d'adrénaline ou un petit peu de trac. Hein, il faut avoir envie d'aller chercher ça. Ça, c'est évident. Je pense que les gens qu'on pousse sur scène ne sont pas bons. Après, il y a de la technique pour maîtriser son stress et puis être à l'aise sur scène. Donc ça, tu vois, c'est de la technique de PNL ou de respiration ou de projection, de méditation, etc. Donc là, on va chercher là-dessus. Et typiquement, Christine, qui est mon associée, elle, c'est un coach PNL, donc elle m'aide beaucoup là-dessus. Il y a tout le sujet aussi de la structuration. Le conférencier bavard, alors ça, par exemple, dans les pays anglo-saxons, il y en a. Il y en a certains, ils ne sont pas du tout structurés, ils font que parler, mais c'est des puits de science. Ça marche bien aux États-Unis, ça ne marche pas du tout en France. Là, on dit, oh, putain, il est sympa, il a parlé plein de choses, il sait plein de trucs, mais on n'a rien compris. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Ouais. Nous, on a besoin d'un point 1, point 2, point 3, avec une intro qui fait une promesse, une conclusion qui donne envie de passer à l'action, etc. C'est très, très structuré. Ouais. Donc ça, c'est important pour nous de discuter avec nos conférenciers avant qu'ils montent sur scène, surtout si c'est des conférenciers occasionnels, tu vois, des gens qui ont l'habitude de présenter leur projet en interne chez eux dans leur convention, mais qui là disent tiens, je suis invité dans une autre entreprise. Bon, de structurer un peu, d'enlever tout ce qui est jargon professionnel, acronyme, etc. Voilà. Donc ça, on fait gaffe. Et puis après, ce qu'on pique aux Américains, en tout cas moi, ça a été un peu ma marque de fabrique quand j'étais patron d'une agence, c'est quoi ton icebreaker ? Comment tu rentres ? C'est pas la peine de rentrer en disant bonjour, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Eric Blot. Non, attends, ça on va oublier. Voilà, c'est quoi la première gifle que tu nous mets quand tu es sur scène et que tu as laissé 3 secondes de silence et que tu démarres? Comment tu nous projettes là? C'est quoi l'impact? Et ça, on travaille ça. Ça, j'adore ça. Ouais. Quand j'ai l'occasion de pouvoir accompagner des speakers là-dessus, quand tu as une scène qui te permet de monter un truc. Oui, bien sûr. Donc ça c'est bien. Et puis après on a des ennemis hein, quand on a des conférenciers ou même quand on accompagne des entreprises sur
la qualité des gens qui vont monter sur scène, y compris d'ailleurs leurs dirigeants. L'ennemi, c'est PowerPoint. Hein. On le sait, hein, ça fait 20 ans qu'on pense que PowerPoint est un super outil, mais que les gens ne savent pas bien l'utiliser. Et quand on a des slides qui ne ressemblent pas à des slides d'enrichissement du discours, mais qui sont plutôt des trucs qu'on aurait dû recevoir avant pour avoir le temps de le lire et de comprendre ce qui est écrit, ça, on essaie de casser ça, évidemment. Donc les speakers n'ont pas le droit de se présenter avec des slides pourris, quoi, ça c'est sûr. Tué par les bullet points. TED, TED, combien tu estimes le TED, le format des talks TED, a eu un impact en France? Parce qu'évidemment, ça a démarré, c'est très américain, c'est des 18 minutes, il y a tout un code, il y a des règles, ils sont extrêmement sévères sur les TED. Après les TEDx, un peu moins, mais enfin comme ça. Combien est-ce que tu penses que ça a régi sur ton métier-là? Alors, ça a été un game changer dans la prise de parole en public, ça c'est évident. Moi, je crois que j'ai découvert TED au tout début. D'ailleurs, je me demande si c'est pas toi qui m'en avais parlé la première fois, ou tu vois, un de nos amis communs, un Eric aussi, là. Bon, enfin, en tout cas, j'avais découvert ça très très tôt, avant que TEDx existe, et j'avais été bluffé, et par la plateforme d'ailleurs, et par la qualité de prise de parole, qui était très très loin de ce que nous on apprenait dans les écoles en France. Hein. C'est sûr que nos dirigeants n'étaient pas du tout dans ces dynamiques-là. Aujourd'hui, toutes les agences ont bien évidemment repéré ça, et tous les gens qui font du conseil auprès des gens qui créent des événements sont là-dessus. Du coup, c'est un peu banalisé. On est un peu en fin de magie. Donc, il faut réinventer un petit peu quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ça a vraiment été un switch énorme. C'est-à-dire non, t'as pas une heure pour raconter tes salades, t'es gentil, en 10 minutes, un quart d'heure, tu auras passé les messages forts. S'il faut qu'on lise 300 pages avant pour comprendre ce que tu vas dire, tu nous les envoies avant. Et puis après, il y aura peut-être des questions-réponses, il y aura peut-être tout ça qu'on n'aura pas sur un TED, par exemple, mais bon, évidemment, après, on est dans l'entreprise, il faut qu'on travaille différemment. On a pas mal par exemple, de conférences en format TED qui sont suivies d'ateliers de travail. Ça, on a beaucoup ça dans les événements. Donc, il me faut des speakers qui soient à la fois des animateurs d'ateliers ou presque des formateurs, mais qui viennent avec un format conférence puissant pour donner envie. Et ensuite, pour pouvoir déclencher la suite. Exactement, voilà, c'est ça, le catalyseur, tu vois, le fait de passer à l'action derrière. Mais oui, tu as raison, c'est vraiment quelque chose qui a chamboulé un peu la façon de voir les choses en France. Personnellement, que tu sais, moi, mon idée d'un speaker est un catalyseur. Et l'idée, c'est de catalyser et d'avoir cet état d'esprit, de connecter des choses et les gens dans la salle avec des idées pour arriver ensuite à ce que ça appartient à eux. Parce qu'en fait, tu as beau vouloir avoir dit j'ai tout fait, mais ça ne sert à rien si ça reste sur scène. Et il faut qu'il arrive à avoir une transmission, que les gens dans la salle se l'approprient. Et comment tu vois ça? Alors, j'ai plusieurs grandes catégories de speakers, d'accord? Il y a les speakers qui sont sur l'émotion. Eux, je citais Virginie Delalande tout à l'heure, au bout de 3 minutes, je me retourne, je regarde les gens dans la salle, la moitié pleure. Pourtant, elle a un message positif, optimiste, mais les gens pleurent d'émotion. Il y a un débordement émotif très vite. Ils retrouvent chez eux. Ça, c'est très, très fort. À la fin de la conférence, quand je discute avec les gens, ce que je fais évidemment à chaque fois, ou qu'elle me rapporte les propres discussions qu'elle a eues avec les gens qui sont venus la voir, les gens se disent... Tout ce que cette femme a réussi à faire, avec toutes les difficultés initiales qu'elle avait dans sa vie, franchement, mes petits problèmes de RER ou mes petits problèmes d'ongles incarnés ou mon patron m'a pas donné le budget qu'il avait. Bon, je vais passer au-delà, je vais le faire. Mon objectif est précis, machin, tout ça. Je retrouve une motivation. Bon, tu parlais de ROI tout à l'heure, tu vois, quand un patron, je lui dis, attends, les 300 personnes qui sont dans la salle derrière, ils seront surmotivés, tu vois ce que je veux dire, ça vaut cher. T'as les speakers inspirationnels. Alors, on va retrouver par exemple des sportifs et tout ça. Donc ils sont peut-être un peu moins dans l'émotion, mais tu vas faire un parallèle entre leur propre parcours et ça va t'inspirer. Et ça va ouvrir tes chakras, ça va rentrer en résonance et toi tu vas faire ton propre chemin derrière ça en disant putain, c'est vrai que c'est pas con de fonctionner comme ça ou de voir les choses de cette façon-là. Bon, donc tu as une inspiration. Puis après, tu as les speakers de contenu.
qui eux sont des sachants. Alors, ils sont sachants peut-être dans ta propre discipline, donc tu vas rencontrer un grand maître de ton sujet, ou alors ils sont sachants dans une discipline, mais là aussi où toi tu vas pouvoir faire du parallèle. Et en fait, c'est dès que le speaker te permet de faire de la transposition, en fait, ça veut dire quoi ? Tu es en train de digérer son propos, tu es en train de... Et si son discours est suffisamment bien impactant, c'est comme ça, on est des éponges. Ça rentre quelque part dans notre cerveau et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte immédiatement, mais quelque part, on peut réutiliser toutes les données qui sont passées à ce moment-là pour être meilleur, pour développer une nouvelle activité, une nouvelle compétence ou juste être un peu plus performant dans ce qu'on fait, quoi. Dernière question, Eric. Donc, c'est quoi l'avenir des speakers ? Quels sont tes grands enjeux pour l'année, les 2 années qui viennent ? Alors déjà, cet été, on a sorti l'application iOS. Donc, on va sortir ensuite l'application Android. Oui. Mais c'est marrant, cette petite app. Donc, c'est 1200 speakers et puis plein d'autres que tu vas pouvoir, comment on dit, swiper, comme Tinder, et puis et booker et dialoguer avec eux et voir leurs vidéos et tout ça. Donc là, on s'est vraiment éclaté là-dessus pour faire un truc. Bon, ça nous faisait marrer de faire ça. C'était assez sympa. Après, moi, j'ai des objectifs personnels dans cette aventure. C'est de développer avec, je pense à terme, une centaine de power speakers. Qui sont donc des gens qui m'ont touché particulièrement et qui sont des masters dans leur discipline et dans leur art de monter sur scène et de transmettre. C'est de faire une sorte de fichier commun d'acheteurs, de conférenciers actifs. Parce qu'on le sait, tous les événements consomment des conférenciers, toutes les entreprises consomment des conférenciers, mais ok, il n'y a pas l'annuaire des acheteurs de conférenciers, donc du décisionnaire, et puis de ceux qui ont du coup besoin d'être nourris et d'être inspirés en permanence, en disant tiens, l'année prochaine, si tu fais ta convention commerciale, évidemment, tu peux continuer à appeler un entraîneur de handball ou machin. Mais non, là, il y a des nouveaux conférenciers qui arrivent avec tel impact, tel sujet et tout ça. Tiens, je te le présente si tu veux en prendre un café ou je t'envoie un extrait vidéo, regarde ça. Bon, voilà, moi, en fait, la croissance de mon activité dans l'entreprise va passer par là. Donc être le gestionnaire pour des conférenciers plutôt professionnels, je pense, d'être le gestionnaire d'une sorte de base client et de m'occuper de leur marketing. Donc ça va être m'occuper de leur marketing digital s'ils ne savent pas le faire et qu'ils n'ont pas envie ou le temps de le faire. Et puis en même temps m'occuper de leur marketing direct et d'aller chercher des sollicitations et des opportunités. Et puis après, c'est l'international. Aujourd'hui, on est dans 10 pays. En fait, j'ai des conférenciers qui sont dans 10 pays et on m'achète mes conférences dans une dizaine de pays. Mais pourquoi seulement 10 quoi ? Tout ça, c'est fait tout seul. Donc, on pourrait très bien imaginer grossir et puis trouver des partenaires parce que, en fait, mon métier n'est pas très compliqué. Donc, je pourrais trouver des gens aussi smart que nous qui seraient à l'autre bout de la planète et qui disent « Mais attendez, nous, on s'associe, on fait un truc ensemble. » Et puis, on a des Asiatiques qui pourraient venir en Europe et réciproquement et pourquoi pas en Amérique latine ou en Amérique du Nord, etc. Donc, voilà, j'ai très envie de ça, d'avoir à nouveau, peut-être dans quelques années, une dimension globale sur ce métier-là. Je vais juste repousser un petit peu, comme on dit en anglais, en disant que ce que tu fais n'est pas si simple. Et ton talent, c'est d'arriver à être cet homme pragmatique du business, qui sait ce qu'il faut en business, que ça marche, pour motiver les gens, et l'adéquation avec ce qui se passe dans le marché, ce côté geek parfois aussi, et aussi ta capacité d'être fort en imposant des idées qui sont pas toujours les mêmes et différentes. Et ça, il faut avoir une certaine confiance. Donc, je vais juste te lancer des fleurs par rapport à ça parce que tu es un homme de fracture à ta manière, et j'ai toujours pensé ça quand j'étais chez L'Oréal avec toi. Et je pense que ce que tu fais est très sympa. Je te félicite d'arriver jusque-là et je te souhaite beaucoup de courage. Les gens qui ont envie de te suivre sur les réseaux ou ailleurs, et ou regarder ton site, comment le meilleur moyen de faire ?
Ah bah alors ouais, je suis un peu partout moi. Alors il y a des trucs où je parle plus d'avion ou des trucs où je parle plus de gastronomie, puis d'autres où je parle un peu des speakers. Bah ouais, il y a Twitter. Je suis un peu moins sur Twitter depuis 2-3 ans, je pense, mais LinkedIn beaucoup. Donc mon pseudo Eric Blo. Facebook, on me trouve assez facilement aussi. Instagram maintenant aussi. On joue un peu avec Instagram. C'est assez marrant que tout ça soit très connecté. Et puis lesspeakers.com. Là-dessus, on a il y a un groupe aussi, LinkedIn, Facebook et tout ça sur les speakers. Donc bon, enfin, a priori, quand on veut me joindre, c'est assez facile. Donc, iOS maintenant et Android pour quand? Moi, ça, c'est mon IT manager. Il est pas facile. Il est pas facile d'avoir des jalons et des dates précises avec lui parce qu'il fait 14 projets à la fois. Mais bon, c'est dans les tuyaux. Donc je pense que ce sera avant la fin de l'année. Génial. Bon, merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir de t'avoir. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Minter. Je suis très content d'être le 12 millième, 347e. Non, c'est vraiment top. J'adore tes podcasts. J'avais peur que ce soit obligatoirement en anglais. Alors, mon anglais est vraiment pas très bon, mais c'était un vrai plaisir de partager. J'ai fait un petit effort. Voilà. Merci, Eric. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.